La pluie vendredi avant un week-end plus calme. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. Une chaîne humaine pour marquer l'ouverture de la COP21. Nous irons à Grenoble où 600 personnes ont manifesté malgré l'interdiction préfectorale. Un rassemblement pour dénoncer l'urgence climatique. Il n'y a pas que les pistes de ski alpin qui ont ouvert ce week-end. La saison a aussi démarré sur 15 sites nordiques de la région. C'est ce que nous verrons au Saisie. Et puis comme tous les dimanches, nous ouvrirons aussi une large page sport avec vous, Frédéric Lefrançois. On vous écoute pour le programme. Nous allons revenir dans quelques instants en images sur la défaite de Grenoble face au Stade français. Ça s'est joué il y a quelques minutes en toute fin d'après-midi. Nous parlerons également des performances françaises en ski à l'occasion des différentes reprises de Coupe du Monde. Un peu de natation et puis ce soir, gros plan consacré à un homme dont le départ est programmé. On le sait depuis une dizaine de jours, Timothée Nguessan, l'arrière surpuissant de Chambéry, ne sera plus savoyard la saison prochaine. C'est bien dommage quand on voit l'importance qu'il a eue hier soir dans la victoire des Chambériens en Coupe d'Europe. Mais c'est comme ça, il faudra s'y faire, il ne sera plus là l'année prochaine. Mais d'abord, une chaîne humaine pour lancer le débat de la COP21. À Grenoble, près de 600 personnes ont manifesté cet après-midi pour dénoncer ce qu'elles qualifient d'état d'urgence climatique. Un rassemblement malgré l'interdiction préfectorale suite aux attentats de Paris. Jean-Christophe Pain, Vincent Abran. Ils se sont d'abord rassemblés au son des batucades sous le kiosque du Jardin de Ville. Certains ont réécrit la Marseillaise. Ça fait « Marchons, marchons, qu'un air plus pur abreuve nos poumons ». Comme si notre sécurité à nous dépendait de la justice climatique partout. Il faut changer nos habitudes. Il faut comprendre que le monde est en train de changer et je dirais même est en train d'exploser. Il y a plein de choses, je sais pas, des nouvelles manières de consommer, de rien que acheter ses courses en vrac, manger moins de viande, se déplacer en vélo, à pied. Plein de vous choses. le faites, vous? J'essaye. Je suis végétarienne et j'essaye de me déplacer en polluant le moins possible. Voilà. On essaie, on fait ce qu'on peut. La foule a grossi malgré la pluie et s'est déployée en chaîne humaine à travers les rues piétonnes, malgré l'interdiction préfectorale de manifestation. On se réunit pour montrer l'exemple et que les dirigeants ne soient pas forcément en accord et ne nous soutiennent pas, je trouve ça inacceptable. Je trouvais ça inadmissible en fait que cette marche soit interdite alors que les marchés de Noël ils sont encore maintenus. Le marché de Noël, place Victor Hugo, ils l'ont encerclé, gentiment. Pendant que le Père Noël est en train de faire des affaires, la Mère Noël s'inquiète pour la planète et pour en fait l'humanité et pour nos jeunes. Vous n'avez pas culpabiliser les gens qui achètent leurs cadeaux. Pas du tout, on veut les faire réfléchir si possible. C'est pas mal, non? Et la Mère Noël conseillait justement cet après-midi de fabriquer soi-même ses cadeaux. Pots de confiture ou jouets recyclés, les commerçants apprécieront. Et puis autre action en marge de cette COP21, un Grenoblois, Olivier Bellepalme, va rallier Paris à vélo pour porter un message au chef d'État, celui de développer les déplacements propres. 600 km en 5 étapes. Il est parti ce matin, vous le voyez, de l'anneau de vitesse de Grenoble. On l'écoute. Le message que je veux porter, c'est symbolique aux grands décideurs de ce monde. Moi je les verrai pas, ça c'est clair. Eux peut-être ils me verront, je sais pas. Ils diront c'est qui ce fou qui vient de Grenoble sous la pluie en hiver. C'est de développer efficacement les déplacements à vélo, mais pas que. Puis les véhicules propres. Voilà quoi, parce que la pollution, c'est évident, c'est super confortable une bagnole, mais on va pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Cette information sur notre site internet ce soir, un homme de 48 ans a été mortellement fauché par une voiture sur la voie rapide urbaine de Chambéry. Il a reçu un appel téléphonique et s'est alors aventuré portable à l'oreille sur la route avant d'être percuté et tué sur le coup. La politique avec les résultats de ce sondage BVA sur les intentions de vote en Auvergne-Rhône-Alpes pour les élections régionales. Au premier tour, la liste républicain UDI-Modem conduite par Laurent Wauquiez arriverait en tête, suivi du FN qui enregistre une poussée de 5,5 points. Net recul en revanche pour la liste Parti socialiste, Parti radical de gauche menée par Jean-Jacques Kéran. Elle est créditée de 21% d'intention de vote. Regardons maintenant ce qui pourrait se passer au second tour où seules ces 3 listes seraient qualifiées. Ce sondage donne Laurent Wauquiez et Jean-Jacques Kéran à égalité avec pour chaque liste 36% d'intention de vote. Signalons néanmoins que les électeurs de la liste de gauche se déclarent plus sûrs de leur choix. La liste Front National progresse de 5 points à 28%.
Voilà, nous sommes donc appelés aux urnes dimanche prochain, puis le 13 décembre. Mais avant cela, oxygénons-nous encore un peu. Ce week-end, en même temps que les pistes de ski alpin, certaines stations ont ouvert leur domaine de ski nordique. Exemple au Cési, où nous emmène Marion Feutry et Christelle Nicolas. Retrouvailles avec les spatules pour les fondus de ski de fond. D'abord, reprendre ses marques. Pour goûter à la neige en avant-première, certains sont venus de loin, avec un programme bien précis. Faire un peu de ski de fond et ensuite rentrer en Allemagne. Parce que je dois travailler lundi. Bien loin de l'effervescence des pistes de ski alpin, plusieurs dizaines de fondeurs se partagent le domaine nordique. Premiers efforts et premières sensations de la saison. C'est un peu dur au début, hein, mais bon. C'est dur, oui. L'équilibre et puis le souffle. Mais bon, on va y aller doucement. Parmi les premiers skieurs de la saison, Marion Buyet, championne de France de ski de fond. De retour de Suède, elle profite de l'ouverture du domaine pour préparer sa prochaine compétition, la première Coupe de France, le week-end prochain. Là, de rentrer, de pouvoir rechausser les skis à la maison avec des bonnes conditions, sans cailloux et tout ça, c'est vrai que c'est bien, quoi. Et puis on est chez nous, on aime bien, quoi. Depuis samedi, 30 des 120 km du domaine de ski nordique sont accessibles. Et ce, grâce aux quantités de neige tombées en une semaine, 30 à 50 cm. C'est des périodes qui sont assez délicates puisqu'on a eu pas mal de pluie juste avant la neige. Et ça demande effectivement pas mal de réflexion avant d'aller damer cette neige pour la garder le plus longtemps possible, la serrer pour faire ce qu'on appelle un bon appui pour les Nordiques et avoir une piste de qualité. Et le but, c'est de la faire durer la plus longtemps possible. Dans les Alpes, une vingtaine de domaines ont déjà ouvert leurs portes aux amateurs de ski nordique, comme ici au Cési, des ouvertures partielles en attendant de nouvelles chutes de neige. Le ski, on y reviendra tout à l'heure, Frédéric, mais démarrons cette page sport avec le rugby. Et après 2 semaines d'arrêt pour cause de Coupe d'Europe, retour au championnat aujourd'hui pour le FCG, le club de rugby de Grenoble qui accueillait le champion de France en titre, le Stade français. Et ça s'est joué il y a encore 1 heure. Malheureusement, ça s'est terminé par une défaite du FCG sur le score de 19-21. Le FCG est mené à la mi-temps 11-9 grâce à un essai de Peter Kimlin. Suite à une touche, l'Australien a fait parler sa puissance pour aplatir dans l'embut adverse. Mais en deuxième mi-temps, les Grenoblois vont peu à peu perdre leur avance sous les coups de pied de pénalité du Parisien Jules Plisson à répétition qui aura inscrit tous les points de son équipe. Et malgré un dernier essai d'Anthony Egarty et ses Grenoblois, non transformés malheureusement par Jonathan Wisniewski, Grenoble s'incline donc sans rougir 19-21. On écoute la réaction du Grenoblois Fabrice Estebanez au micro de Jérôme Ducrot. On a encore un manque de discipline sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps où on est à 11-3 et sans rien faire, eux, ils reviennent coller à 11-9 alors que voilà, on n'est pas en danger, on avait fait un petit break, donc voilà, c'est tout. J'ai l'impression que c'est tous les week-ends un peu pareil, quoi. Et puis on a rarement l'occasion d'en parler, il y avait de la natation ce week-end sur le campus de Grenoble. C'est vrai, je vous emmène à la piscine. Effectivement, c'était le premier Open des Alpes de natation. Et pendant 2 jours, la compétition a réuni pratiquement tout le meilleur gratin français de la natation. Parmi eux, Jordan Potin, un tout jeune licencié du Nautic Club Alpes 38. Il a 21 ans, il est échirolois et puis il commence vraiment à mettre le feu au bassin. C'est sûrement l'une des futures stars de l'équipe de France. Du haut de son 1,87 m, Jordan Potin commence à affoler tous les chronos. La semaine dernière, il est passé en dessous de la barre des 3 minutes 40 sur 400 mètres nage libre, l'une des meilleures performances françaises de tous les temps. Pourtant, Jordan garde la tête sur les épaules. Il préfère rester à Grenoble pour continuer ses études plutôt que de rejoindre un gros pôle de natation. Là, je viens de terminer ma licence l'année dernière et à Grenoble, on bénéficie vraiment d'aménagements super, voilà, pour les sportifs de haut niveau avec l'université Joseph Fourier qui m'a permis, voilà, d'aménager mes horaires, pouvoir changer de groupe, aménager mes examens et puis voilà. Jordan nage tous les jours à partir de 6h30 du matin. Il répète inlassablement ses gammes, s'entraîne dur comme fer, une vie plutôt monacale. C'est un travailleur. Il a une capacité de travail qui est absolue, on va dire.
Il a énormément de potentiel, il est déterminé, il est obstiné, il est capable de s'investir à 100% sur chaque séance. Beaucoup de sacrifices, mais on en gagne aussi pas mal à mener des expériences comme celle que j'ai vécue l'été dernier. Des championnats du monde, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, on est content de faire tous ces sacrifices pour vivre ces beaux moments. Vu son ascension fulgurante, Jordan devrait décrocher son ticket pour les JO de Rio l'année prochaine. Bon, comme premier retour au ski avec, pour notre tricolore, un bon résultat en alpin. En ski alpin, pour l'instant, la meilleure performance du week-end est à mettre au crédit de Guillermo Fayed. Hier, à l'Écluise, au Canada, il a terminé au pied du podium. En descente, sa 53 centième du vainqueur, le Suédois Axel Svindal. C'était la première épreuve de vitesse de la saison et Guillermo Fayed a donc fêté ses 30 ans avec une 4e place. Ça, c'est donc sa descente que vous voyez actuellement à l'image, mais actuellement, le skieur de Chamonix participe en ce moment même au Super G en compagnie de 6 autres Français, dont Alexis Pinturo, Johan Claret ou encore Brice Roger. Et puisqu'on parle de ski, il y a également en ce moment une autre compétition féminine. Cette fois-ci, c'est du slalom à Aspen aux États-Unis. La meilleure française, c'est Nastasia Noens, 9e à l'issue de la première manche. Pour être complet sur le ski, on va faire un tour du côté du nordique. Meilleure performance française aujourd'hui, c'est le relais mixte. Quatrième place pour l'équipe de France pour l'ouverture de la Coupe du Monde, donc à Östersund en Suède. Après le ski, les parquets, Frédéric, et la très belle performance du Chambéry Savoie Handball hier. Oui, Chambéry qui s'est qualifié en Coupe d'Europe en battant, s'il vous plaît, le tenant du titre sur le score de 34-30. L'équipe de Berlin donc a chuté à Chambéry. Une sacrée performance collective à laquelle a participé un certain Timothée Nguessan. Il a inscrit la bagatelle de 8 buts. Normal, c'est son métier. Il est arrière. C'est un joueur qui a été découvert par Philippe Gardan. Il évolue à Chambéry maintenant depuis 4 ans. Il a vraiment fait ses armes. Il a grandi, devenu membre de l'équipe de France. Et aujourd'hui, eh bien, il est repéré et poursuivi par les meilleurs clubs européens. Timothée Nguessan est un homme sur le départ. Dans quelques mois, à la fin de la saison 2015-2016, il rangera la tenue défendue au rayon souvenir. Arrivé il y a 4 ans, Timothée Nguessan vit déjà ses derniers matchs à Chambéry. Le club savoyard lui a donné une nouvelle dimension. Je savais jouer quand même, mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses quand même ici. Moi j'étais en 2e division, là c'est la première, on joue le haut de tableau. Et ça, j'ai vraiment appris déjà à être vraiment, à vouloir déchirer tout. Vraiment un rageux, je sais pas comment dire, mais avoir la rage sur le terrain et physiquement aussi. Voilà, j'ai un corps, là je suis costaud. Et là ici on m'a appris que voilà, il fallait que j'utilise mon corps et voilà, c'était une arme quoi. Quand il est arrivé à Chambé, Timothée était déjà grand, 1,97 m, mais encore un peu léger physiquement. Du coup, les préparateurs physiques l'ont bien pris en main et les résultats sont là. Le joli bébé est devenu un athlète XXL et apparemment, ce n'est qu'un début. Moi-même, aujourd'hui, je ne saurais pas dire où sont ses limites, lui non plus, je pense pas. Quand on travaille, notamment quand on n'est que tous les deux sur des séances un peu individualisées, ça devient vite impressionnant au niveau des charges et honnêtement, je ne saurais pas dire où est sa limite. Peut-être le jour où il va la trouver, c'est qu'il aura atteint la plénitude. Un grand costaud taillé comme une armoire normande, voilà pour l'apparence extérieure. Mais ça ne suffit pas pour faire un joueur de handball en général, de haut niveau encore moins. Heureusement, j'ai envie de dire, pour notre sport, il y a plein de qualités qu'il faut avoir et je pense que Timothée dispose de pas mal de ces armes-là, que ce soit de jouer avec le ballon, de pouvoir tirer et de pouvoir jouer avec ses partenaires surtout. Donc je crois que c'est un joueur complet et qui a encore besoin de s'aguerrir et je pense qu'il aura aussi l'occasion de montrer tout son potentiel et toute son envergure de handballeur dans son prochain club. Dans quelques mois, Timothée Nguessan va donc prendre son envol. Il devrait franchir les Pyrénées et, selon toute vraisemblance, mettre le cap sur Barcelone. Le club espagnol l'a repéré depuis un moment et quand le Barça frappe à votre porte, ça ne se refuse pas. Le joueur est comblé, mais l'homme partira avec quelques regrets. C'est une super région, enfin, je passais 4 ans ici, ça me manquait, c'est sûr. Même le froid, tout, les montagnes, les lacs à côté, à Aix-les-Bains ou à Aiguebelette. Non, il y a plein de choses qui vont me manquer, c'est sûr. Après les frères Gilles, Daniel Narcisse, Xavier Baraché,
C'est donc l'impressionnant Timothée Nguessan qui va poursuivre son chemin loin de la Savoie et du phare. Heureusement, il reste encore une demi-saison pour en profiter. Après, ce sera trop tard. Allez, un rendez-vous qui nous fait voyager chaque dimanche soir, c'est la revue du web. Qu'avez-vous déniché cette semaine ? Une revue du web qui va nous faire une espèce de grand écart temporel. Rassurez-vous, ce n'est pas douloureux, mais vous allez voir, entre la première vidéo et la dernière vidéo, il s'est écoulé, la bagatelle, il y a un écart de près de 45 ans. Les deux vidéos parlent de glisse, mais les choses ont un tout petit peu changé. La seule chose qui ne change pas, c'est le plaisir à participer à quelques parties de neige. On attaque avec la vidéo que tout le petit monde de la glisse attendait. Et comment dire ? Ça valait le coup d'attendre justement. Fast Forward avec Kevin Rolland et Julien Régnier est un régal de bout en bout. 5 minutes survitaminées réalisées de main de maître avec des invités de marque. Un vrai marché de produits locaux, une réunion de premier choix et déjà 2 millions de vues. Direction les Alpes allemandes, pour une balade sur le fil, un pied devant l'autre sur la corde. Enfin un petit bout de chemin en slackline. Une vidéo bien posée, au rythme lent, plus axée sur l'esthétique que sur le spectaculaire. N'empêche, on retient son souffle quelquefois quand on marche dans les pas de ce slackliner qui évolue à 30 mètres de hauteur. Quand le vélo rencontre le parcours, ça donne ça. Un mix étonnant qui produit des choses parfois un peu compliquées, pour ne pas dire alambiquées, voire bizarroïdes. Sur une roue ou façon pole dance, ou carrément avec le cadre à l'envers, tout est possible. Suffit juste d'en avoir envie et d'un soupçon de talent. On se quitte avec une immersion en neige, version vintage. Cette bande de fous furieux américains en fuseau, doudoune et anorak, dévoreuses de poudreuses et croqueuses de boss, est réunie dans une production qui date de 1971. Ces images sont tirées du film The Performers, signé Dick Barrymore, et dans le milieu, c'est juste une référence. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers, et à plus tard. Et on termine cette page sport comme toutes les semaines avec l'affiche. Nous vous recommandons pour la semaine prochaine d'aller voir le match de hockey de Ligue Magnus entre Morzine, Avoria-Léger et Bordeaux. Il faut aller faire du bruit à Morzine. Il faut vraiment réveiller les Pingouins qui sont plutôt en mauvaise posture en championnat. Actuellement, ils ont une seule victoire en 9 rencontres. Autrement dit, ils sont avant-derniers sur 13 places possibles. Coup d'envoi du match samedi prochain à 20h45. C'est noté. Merci Frédéric. Allez, toute autre chose à présent, on va parler patrimoine, mais un patrimoine vivant avec le cheval du Vercors, une race qui a bien failli s'éteindre, mais qui renaît aujourd'hui grâce à quelques éleveurs passionnés. Marie Michelier et Yves-Marie Glos ont rencontré l'un d'entre eux, Sylvain Piton. Il vit à Angers en Isère. Regardez. Voilà les chevaux du Vercors de Baracan. Donc, forgés par le territoire du Vercors. Viens, viens! Rustique, taillé pour résister, c'est ici, au milieu des montagnes, que le cheval du Vercors s'est bâti un physique bien particulier et une identité. Ils sont B. B, c'est marron, avec les extrémités foncées. Donc crin et bas des membres noirs. Pas trop grand, des membres bien bâtis, du crin ondulé. Donc bien fourni en crin, et c'est ces caractéristiques qui vont faire que le cheval sait se défendre s'il pleut. C'est une vraie protection contre la pluie. Hein, donc même chose sur les membres, là, les fanons qui sont bien chargés en poils. Là, tout le pied est bien recouvert de poils. Donc même dans la neige, ils n'ont pas de crevasse. Incontournable dans les exploitations agricoles dès le début du XXe siècle, l'animal, robuste, a pourtant bel et bien failli disparaître du paysage. Par le passé, c'était un cheval à tout faire. Il permettait, sur une petite exploitation de polyculture élevage, de hercer la vigne, de
de labourer pour faire les patates, d'aller à la messe le dimanche. Voilà, il était à la fois monté et attelé. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la mécanisation et la spécialisation agricole, effectivement, comme beaucoup d'autres races territoriales, le cheval du Vercors a vu ses effectifs décroître fortement. Alors dans les années 90, le sauvetage de ce petit sang s'amorce. Impulsé par une famille d'éleveurs de la plaine de Crau en Provence, le bassin historique de la transhumance hivernale de l'animal. Rapidement, une poignée de passionnés du Dauphiné s'y associe. Petit à petit, le cheptel s'agrandit. Allez, bon rando les gars! Salut! Particulièrement calme et docile, le Vercors de Baracan, comme on le nomme, trouve aujourd'hui toute sa place dans l'équitation de loisirs ou le travail en centre équestre. Prochaine étape, la reconnaissance de la race par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'aboutissement et la récompense d'un long travail, soutenu depuis le départ par le parc régional. On a la chance d'avoir un cheval unique, un cheval de territoire. Et la reconnaissance, en fait, ça va permettre à nos éleveurs de pouvoir promouvoir et valoriser ce cheval, aussi bien au niveau commercial que filière, on va dire, classique, équine. Et puis ça nous permettra peut-être un jour et d'amener des vaches Gilles de l'An au Salon de l'Agriculture pour représenter le Vercors, mais peut-être aussi d'amener le cheval du Vercors. Une silhouette brune, sauvée de l'oubli qui reprend donc toute sa place dans la carte postale. 200 chevaux peuplent désormais le Vercors et une trentaine de poulains s'annoncent pour 2016. Ce défi un peu fou pour terminer ce journal, un défi gourmand. À Genève, des pâtissiers bénévoles ont réalisé aujourd'hui la plus grande mosaïque d'éclairs au monde. Ça s'est passé à la gare Cornavin, des éclairs vendus ensuite au profit de la lutte contre le sida. Jordan Guéant, Benoît Levaillant. Imaginez un peu un tapis géant tout en éclairs au chocolat. Une mosaïque de 80 mètres carrés, la taille d'un bel appartement. Le tout pour la bonne cause. Sur cette fresque, il y aura 22 500 éclairs, 81 mètres carrés, 1400-1500 kilos de dessert. Donc tous des éclairs au chocolat avec un nappage aux amandes. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 4000 œufs, 700 kilos de crème fraîche, 150 kilos de chocolat et environ 300 à 400 kilos d'amandes. Des éclairs préparés dès le petit matin et même sur place pour les derniers. À la manœuvre dans le hall de la gare de Genève, 120 bénévoles, tous réunis pour la lutte contre le sida, mot d'ordre de ce défi hors norme, un record du monde dûment homologué. Je suis là pour vérifier que tous les éclairs se touchent. Étant donné que c'est une mosaïque, on ne peut pas avoir de trou entre les éclairs. Deuxièmement, les éclairs doivent faire entre 10 et 20 cm. En moyenne, ils font à peu près 13 cm. Et je suis là aussi pour pour vérifier que les mesures d'hygiène sont respectées. Une armée de bénévoles et une vedette, Zep. Le papa de Titeuf a dessiné la fresque géante pour mieux sensibiliser la jeunesse au danger du sida. Le projet est à la fois original, rigolo et puis aussi une belle cause et qui mérite en plus d'être relayé auprès d'un public assez jeune parce qu'on voit que par rapport à la protection contre le virus, les jeunes se protègent de moins en moins. Une œuvre éphémère, sitôt terminée, la fresque et ses 22 500 éclairs ont été vendus jusqu'à la dernière miette. À la clé, 80 000 € récoltés au profit des associations de lutte contre le sida. Avant de vous quitter, je vous rappelle cette information. À Grenoble, près de 600 personnes ont formé une chaîne humaine pour dénoncer l'urgence climatique à l'ouverture de la COP21. Un rassemblement malgré l'interdiction préfectorale suite aux attentats de Paris. Tout s'est déroulé dans le calme. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, puis l'édition nationale présentée par Catherine Matoche. Dans les Alpes, vous retrouverez demain midi Pauline Allo, puis Daniel Despin.